Monsieur le Président, nous sommes 2 mois et demi après le terrible attentat du Bardo. Et nous aimerions savoir si tous les auteurs et les complices des auteurs de cet attentat sont aujourd'hui hors d'état de nuire. Nous aimerions savoir où en est votre enquête. D'abord, c'est une chose qui nous a fait beaucoup de mal, parce qu'elle a essayé de nous atteindre dans les parties sensibles, c'est-à-dire notre culture, qui est une culture de toute l'humanité, et que nous avons toujours préservée comme la prunelle de nos yeux, et nous avons été attaqués là-dessus. Le Bardo, 40 000 ans d'histoire. Et puis aussi sur le tourisme, qui est notre meilleure source d'approvisionnement en devises. Et aussi le choix de notre ouverture sur le monde. Alors là, ça nous a fait très mal. Alors, Monsieur le Président, sur l'enquête aujourd'hui, on sait qu'il y a eu une opération militaire où 9 djihadistes ont été tués. Il y a maintenant presque une quarantaine de personnes, plus d'une quarantaine qui sont emprisonnées, ils sont sous les verrous. Oui. Toutes ces personnes-là sont concernées par l'attentat. S'ils n'étaient pas concernés, on les aurait libérés. Alors maintenant, on vient d'arrêter il y a quelques jours un des protagonistes. Un jeune Marocain? C'est un jeune Marocain, et il y a un autre qui maintenant... Serait en Italie? C'est en Italie. Je pense qu'avec ça, on va boucler le boucle. Mais ça ne veut pas dire que nous avons tari les sources qui nous viennent de Libye. Malheureusement, il n'y a pas d'État. Alors, précisément, la frontière entre la Tunisie et la Libye est dite comme étant très poreuse, permettant la circulation de nombreux trafics et de nombreux hommes. Et oui, nous avons une frontière de 500 kilomètres. Et malheureusement, ce que M. Kadhafi a laissé à son peuple, c'est des armes qui peuvent peut-être armer plusieurs pays. Et évidemment, avec la porosité de cette frontière, nous recevons maintenant des armes et des terroristes. Alors vous recevez des terroristes, donc des djihadistes, mais il y a, selon les mots mêmes de votre ministre des Affaires étrangères, entre 2 et 3 000 jeunes Tunisiens qui sont partis faire le djihad en Irak, en Syrie, pour certains en Libye. Comment expliquez-vous ce flot de jeunes gens qui partent? L'explication est simple. La Tunisie a, depuis l'indépendance, initié une politique de généralisation de l'enseignement. Mais actuellement, nous avons à peu près 620 000 chômeurs qui datent depuis 4-5 ans, qui ne trouvent pas de travail et pour lesquels nous n'avons pas fait grand-chose. C'est ça le... Donc, ces jeunes-là sont désœuvrés, n'ont pas de travail, et ils sont une proie facile à toutes les manipulations. Une promesse vous a été faite par quelqu'un que vous connaissez bien, et nous aussi, François Hollande, une promesse d'apurer une dette. Est-ce que vous êtes satisfait des promesses tenues ou non tenues? Notre premier créancier, c'est la France. Nous avons à peu près en 2 milliards 800 et quelques millions de dettes vis-à-vis de la France. La France a décidé de convertir une partie de la dette, 60 millions. Moi, j'ai posé la question au ministre des Finances. Est-ce que c'est beaucoup ou c'est très peu? Il ne m'a pas répondu. Il avait honte de répondre. Non, mais pour vous dire. Mais donc, nous allons là, quand même, nous apprécions ce qui a été fait. La France, on sent quand même, dans votre façon de raconter cette histoire-là, qu'il y a une certaine amertume. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, puisque la France aussi est confrontée à un risque de djihadisme, il devrait y avoir une entraide plus forte? Comprenons aussi que la France a des problèmes au sein de l'Union européenne, qu'elle est obligée de respecter les 3%, etc. Et nous ne sommes pas allés en France pour demander quoi que ce soit. C'est dans le cadre de nos relations privilégiées que ce geste a été fait, mais il a été fait aussi par l'Italie, il a été fait par l'Allemagne, il a été fait par beaucoup d'autres pays. C'est cette façon d'aider un pays sans débourser de l'argent. Monsieur le Président, la Tunisie est presque un pays laboratoire au Maghreb. C'est un pays démocratique, c'est un pays dont vous êtes le président, vous avez été élu démocratiquement, bien sûr. C'est une digue, d'une certaine manière, aux portes de l'Europe, ce pays. Est-ce que les Occidentaux sont bien conscients de ce que représente ce pays laboratoire de la démocratie? Ce qui s'est passé en Tunisie est un cas unique dans le monde arabe, dans le monde musulman. Et évidemment,
rester le cas unique, ce n'est pas très confortable. Alors, surtout que peut-être certains peuvent penser que nous sommes le contre-modèle de ce qui se passe ailleurs. Donc, ce qui se passe ailleurs ne sont pas très pressés pour nous féliciter de ce que... Mais l'Amérique, la France, tout cela nous félicite tous les jours. Mais ils doivent savoir que nous sommes encore au milieu du chemin. Alors les bailleurs internationaux qui sont prêts à aider la Tunisie disent qu'ils veulent bien le faire, mais ils conditionnent cette aide à des réformes. Oui. Et ils trouvent que les réformes dans votre pays, Monsieur le Président, n'avancent pas assez vite. Comment? On a fait la moitié des réformes déjà, elles sont au Parlement. Et le reste va suivre. On ne peut pas faire des réformes aussi douloureuses comme ça par décret. Donc il faut les mettre en place. Et nous avons commencé, ce gouvernement-là, commencé à les mettre en place. Nous avons, les 3/4 de ces réformes sont déjà terminées au niveau du gouvernement et elles sont maintenant au niveau de l'Assemblée législative. Il y a des mouvements sociaux en ce moment importants dans le pays, des grèves de fonctionnaires, des grèves d'enseignants. Il y a une impatience quand même sociale dans le pays. Oui, c'est vrai, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Il faut avoir de l'argent. La caisse est vide. Et on ne peut pas répondre aux exigences des fonctionnaires, etc., de leur augmentation de salaire, au moment où nous avons des centaines de mille qui sont chômeurs. Il y a des priorités. Nous avons de la pauvreté dans certaines régions. Nous avons des régions complètement marginalisées qui n'ont pas fait partie du plan de développement pendant longtemps, alors qu'on s'était occupé uniquement des plages et de la vitrine. Alors que nous avons laissé le fond du pays complètement marginalisé. Barack Obama, vous le voyez, Oui. vous l'avez vu, vous le voyez régulièrement. C'est un partenaire qui pourrait non seulement être de prime importance, mais qui pourrait remplacer les défaillances d'autres partenaires, peut-être, qui ne comprennent pas aussi bien vos besoins. En tout cas, le président Obama s'était engagé pour soutenir la Tunisie. Et effectivement, chaque fois que je le vois ou que je lui parle, on avance dans ce domaine-là. J'étais semaine. J'étais un invité de Obama. Nous avons discuté pendant 1h15 et nous avons parlé de tous les problèmes qui intéressent la Tunisie, très franchement. Et effectivement, il nous a soutenus. Monsieur le Président, dans quelques jours, il y aura un sommet du G7. Il sera question du terrorisme, aussi de la Tunisie. Qu'est-ce que vous adressez comme message aux dirigeants les plus puissants de la planète aujourd'hui? Vous savez, j'étais déjà au G8, quand ils étaient 8 à Deauville. Ils vous avaient fait des promesses qu'ils n'ont pas tenues, d'ailleurs. Bon, donc, je ne crois pas au Père Noël. Bon, même mes petits-enfants ne croient plus. Donc, je vais là-bas pour leur dire, vous voulez combattre le terrorisme? Voici comment nous le voyons. Parce que nous le savons. Et que peut-être vous êtes épargnés jusqu'à présent. Mais ne croyez pas que vous allez rester épargnés pour longtemps. Si jamais il n'y a pas une action collective, pour le moment, la Tunisie et la France sont d'accord, la Tunisie et l'Amérique sont d'accord, mais les autres pays... L'action collective, c'est quoi, Monsieur le Président? C'est des échanges d'informations, c'est des équipements communs? C'est tout cela en même temps. C'est ça qui est collectif. Or, quand on arrive aux équipements, il y a un problème d'argent qui se pose. Il se pose pour tout le monde, et surtout pour ceux qui ont beaucoup d'argent. Ils n'aiment pas beaucoup les dépenser. Bon. Donc, nous allons leur dire, voici ce que nous avons fait. La petite Tunisie, toute seule, vous propose un modèle de gouvernance. Pour le moment, c'est une exception. Mais si vous voulez que ce soit un modèle, il faut que tout le monde la soutienne. Pour le moment, nous avons un soutien généralisé sur le plan de l'amitié, sur le plan des discours, mais sur le plan de... Trop de blabla et pas assez de concret. Vous allez leur parler de la Libye aussi. Bien entendu. Et qu'est-ce que vous allez vous conseiller, Quand on veut combattre le terrorisme, nous avons, nous, une dimension libyenne qui n'existe pas pour les autres. Alors que nous avons beaucoup de pays qui s'intéressent à la Libye. Chaque pays a son agenda. Certains pensent à une intervention militaire. Nous sommes complètement contre. Vous êtes pour la diplomatie, avant tout? Pour le dialogue. Avec qui la Libye est éclatée? Ça ne fait rien. Il n'y a plus d'État? C'est généralement le dialogue entre des opposants, pas entre les gens qui sont d'accord. La démocratie et la sécurité tunisienne ont été attaquées, mais tiennent, demeurent. Et la Tunisie est toujours un pôle qui attire les intellectuels. On a croisé Edgar Morin, qui est un grand penseur et un ancien résistant français ici. La conférence que donne Edgar Morin cet après-midi s'intitule « Ordre et désordre ».
Ça pourrait être un sous-titre pour la situation dans laquelle est la Tunisie en ce moment. Vous savez, il y a un poète français qui, avant nous tous, a dit « L'ordre pèse à l'individu. Le désordre lui fait désirer la police ou la mort. » Et le désordre, c'est... Lorsque nous arrivons au désordre, tout le monde veut l'ordre. Mais lorsque nous avons l'ordre établi, tout le monde ne veut plus de cet ordre-là, il veut faire autre chose. Ainsi va le monde, comme disait l'autre. Merci, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie.